Donc on va attaquer la troisième partie, qui va être la partie la plus costaud de ce chapitre, sur l'interaction magnétique entre deux bobines. Notamment, on conclura cette partie par l'étude de tout ce qui concerne les transformateurs, qui en font des parties importantes. Alors déjà, un point de vue de vocabulaire, on dit qu'un couplage par induction mutuelle existe entre deux bobines. Donc un couplage par induction mutuelle existe entre deux bobines. Ou entre deux circuits électriques, on va plutôt mettre entre deux circuits électriques de manière générale. Alors, il est vrai qu'on va souvent utiliser des bobines parce que il faut que ce soit un minimum sensible à ces choses-là, donc il faut démultiplier le flux, mais de manière générale, c'est entre deux circuits électriques. Lorsque la variation du champ magnétique qui est créée par l'un est visible à l'endroit où se trouve l'autre. Lorsque la variation du champ magnétique créé par l'un est sensible là où se trouve l'autre circuit, où se trouve l'autre. Bon, alors d'abord, quelques exemples concrets d'utilisation de l'induction dans la vie de tous les jours et de cet aspect couplage de circuits électriques. Alors vous en avez déjà un premier qui va être ce qu'on appelle la pince ampère-métrique. Donc la pince ampère-métrique, c'est quoi? C'est une pince, donc vous appuyez là-dessus, puis ça s'ouvre et ça se referme. Vous la mettez autour d'un fil et en la mettant ici, vous voyez que ça vous indique la valeur en ampères, la 29,3 milliampères qui circule à l'intérieur de ce fil. Donc c'est un moyen de faire un ampère-mètre sans avoir à couper le circuit. Vous savez que le gros inconvénient de l'ampère-mètre, c'est que pour le mettre en place, il faut remplacer un fil par l'ampère-mètre pour pouvoir faire la mesure. Alors que le voltmètre, vous le branchez en parallèle, hop, et puis vous pouvez laisser votre circuit global inchangé et juste changer les points sur lesquels vous mettez votre voltmètre. Pour l'ampère-mètre, c'est pas possible. Donc on est obligé de couper le circuit, d'arrêter, si vous êtes en train d'utiliser un moteur, d'arrêter votre moteur pour ensuite le relancer, et ça c'est pas toujours possible, donc on peut utiliser cet aspect de pince ampère-métrique. Donc ça c'est le première chose. La deuxième chose, ça va être les puces RFID, donc là il y en a de plus en plus, c'est notamment ce qui est utilisé dans les magasins pour tout ce qui est détection de systèmes anti-vol. Vous avez un bobinage qu'on voit ici, donc vous voyez l'échelle, c'est à peu près à 3-4 cm, et ce bobinage, quand il passe au travers de ces systèmes-là qui contiennent elles aussi des bobines, va interagir et vous pouvez récupérer l'information correspondante. Et là, en l'occurrence, c'est vous dit, voilà, il y a un bien du magasin qui est en train d'être sorti de manière litigieuse. Et puis, ce qui se passe, c'est que quand vous passez à la caisse, normalement, on désactive ce truc-là, on fait passer dans un champ magnétique ou quelque chose qui va changer votre circuit, changer notamment ce qu'on appelle la fréquence de résonance qui est normalement couplée avec ça, et ça va empêcher le système de sonner une fois que vous sortez. Vous avez aussi tout ce qui est carte sans contact. En ce moment, c'est très à la mode avec les problèmes actuels. Donc vous prenez votre carte, vous la présentez et puis par interaction mutuelle, d'induction mutuelle entre les deux, une information peut être transmise, en l'occurrence le fait que votre numéro de compte et puis les informations qui vous permettent de payer chez le commerçant. Et puis vous avez
ce qui concernera notre grosse partie de chapitre, les transformateurs, qui permettent de récupérer les lignes haute tension et de les transformer en des lignes moyenne tension ou des lignes basse tension, telles que vous puissiez les utiliser. Et ça, c'est quoi? C'est un bobinage sur un côté, un autre bobinage sur l'autre côté, donc ce qu'on appelle l'enroulement primaire, l'enroulement secondaire. Il y a des champs magnétiques qui sont forcés de parcourir ce circuit magnétique et donc sont partagés entre la première bobine et la deuxième bobine. Alors là, c'est pour faire le dessin. En pratique, les deux bobines sont interlacées de manière à favoriser, à maximiser les échanges entre les deux, mais l'idée va être la même, et pour les dessins, ce sera plus simple de se dire, voilà, j'ai tout le flux magnétique, et puis hop, il va simplement circuler là-dedans et faire un tour complet. Donc, je vais rapidement écrire les quelques exemples à retenir. Donc, la pince impermétrique, ça va être un exemple typique d'exercice de TD qu'on va retrouver très souvent. Vous avez les puces RFID, donc qui permettent avec un capteur particulier de les repérer et puis aussi d'échanger des informations. Tout ce qui est carte sans contact, alors c'est relié, c'est le même type de technologie que les puces RFID, peut-être on est un peu plus sécurisé, du moins ils essayent. Et puis les transformateurs, et donc là toute la fin du cours de ce cours-là va porter sur ces histoires de transformateurs. Alors, on va regarder la notion d'inductance mutuelle. Et on aura tout un tas de choses à définir pour avoir les différents coefficients d'inductance. On va commencer par une présentation du phénomène. Donc, un petit schéma, on va se mettre deux circuits. Vous avez un circuit qui est comme ça, une partie un peu plus grasse comme ça, un circuit qui va être comme ça, avec la partie en avant qui est ici. Et puis je vais prendre deux codes couleurs. On va prendre un courant I1 qui est par là. Donc le premier circuit est parcouru par un courant dans ce sens-là. La règle de la main droite me dit que le champ magnétique, si je me place en un point M ici, va être dirigé plus ou moins dans cette direction-là. Donc là par exemple, j'ai un champ magnétique B1 qui apparaît. Si je prends mon deuxième circuit et que je le fais parcourir par un courant I2 dans ce sens-là, la règle de la main droite me dit que globalement le champ magnétique va faire quelque chose comme ça. Donc je vais avoir un I2, un B2 qui va être là, et donc en tout point j'ai la somme, le champ total ça va être la somme des deux. Mais surtout, vous allez avoir que le champ B1 va avoir tendance à passer et peut-être à passer au travers forcément du premier circuit, puisqu'il est produit par celui-là, mais aussi en partie du deuxième circuit. Et de la même manière, vous avez que le champ qui est produit dans le deuxième circuit va avoir tendance à passer comme ça, là, et peut aussi se fermer au travers du deuxième circuit. Donc une partie du champ magnétique créé par le deuxième circuit a un flux au travers du premier circuit, et inversement, une partie du champ magnétique créé par le premier circuit va avoir un flux non nul au travers du second circuit, et c'est ça qui va constituer qui va faire changer les choses, puisque si I1 change, B1 change, donc le flux de B1 au travers de C2 change aussi, si on note C1 et C2, les deux circuits.
Donc le flux de B1 au travers de C2 change. Donc il y a une tension qui est induite dans C2. Donc I2 va être perturbé par la présence de ce I1 et notamment des variations de I1. Bon, alors on va définir un coefficient qu'on va appeler M de mutuelle inductance, d'induction mutuelle. Mutuelle inductance. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut présenter cette chose-là. Et on va poser un certain nombre de notations. Alors déjà, vous avez un B1 qui dépend de l'endroit où vous êtes et de l'instant à laquelle vous regardez. C'est le champ magnétique qui est créé par le premier circuit. Vous avez la même chose avec le deuxième circuit. En tout point de l'espace, le second circuit crée un champ magnétique qui va dépendre de la position de votre point M par rapport à votre circuit et du courant qui circule dans le deuxième champ magnétique. Bon, donc ça c'est le truc de base. Après, pour ces différents champs magnétiques, vous allez avoir phi P1, le flux propre, c'est un flux effectivement propre, de B1 au travers de votre circuit C1. Phi P2, ça va être le flux propre de B2 au travers du circuit C2. Donc c'est le flux du champ magnétique créé par C2 au travers de C2. Vous avez eu bien sûr L1, l'inductance propre qui est associée à votre premier circuit, inductance propre de C1, et on va prendre L2 aussi, l'inductance propre de C2. Donc vous avez le lien qui dit tout de suite que phi P1 c'est L1 fois I1, et vous avez que phi P2 c'est L2 fois I2. Donc on a le lien entre les deux flux qui se marque comme ça. Alors on peut le mettre de manière explicite aussi. Phi P1, remarquez que phi P1 c'est l'intégrale sur une surface qui s'appuie sur le contour 1 de B1 scalaire, les ds, ds1, et ça va s'écrire de cette manière-là, et de la même manière, lui, ça va être l'intégrale sur S2 dB2 scalaire ds2, donc où je mets l'indice 2 pour dire, voilà, c'est une surface qui s'appuie sur le circuit, une surface infinitésimale au niveau du circuit S2. Donc ça, c'est pour ces premières choses. Alors, arrive maintenant le flux de l'un au travers de l'autre. Donc on va noter le flux de 2 au travers de 1. Donc flux de B2 au travers de C1. Ce flux va s'écrire par définition l'intégrale sur toute la surface S1 de B2 scalaire ds1. De la même manière, le flux de 1 au travers de 2, donc c'est le flux de B1 au travers de C2. Ce flux de 1 au travers de 2, c'est l'intégrale sur S2, donc sur le deuxième contour de B1 scalaire ds2. Voilà. Alors, vous avez que B2, il est proportionnel à I2, que B1, il est proportionnel à I1, donc le flux de 2 au travers de 1 va dans l'ensemble être
proportionnel à I2 et le flux de 1 au travers de 2 va dans l'ensemble être proportionnel à I1. Donc on va marquer, on va définir le coefficient mutuel d'induction de 2 dans 1 multiplié par I2. Et là, on va dire que c'est le coefficient mutuel d'induction de 1 dans 2 multiplié par I1. Le I1 sortant de cette caractéristique, le reste étant purement géométrique. Donc ça nous définit les coefficients d'inductance mutuelle, et on a par conséquent les flux totaux. Le flux total de champ magnétique au travers du premier circuit, c'est le flux propre au travers le premier circuit, plus le flux que le deuxième circuit crée au travers du premier circuit. Ça va donc s'écrire L1 I1, premier circuit dépend de son propre courant, plus M2 dans 1 I2. Et de la même manière, le flux au travers du second circuit, c'est le flux qu'il met lui-même au travers de lui-même, et le flux que l'autre, donc le circuit 1, crée au travers du 2. Lui-même, c'est L2I2, et après, je prends le coefficient, a priori, un autre coefficient d'induction mutuel, qui dépend de la géométrie, et qui va faire apparaître du M12I1. Alors, il y a un théorème de Neumann qui dit qu'en fait, M ne dépend pas, et on va admettre ce théorème de Neumann, qui dit que, en d'autres termes, M1,2 égale M2,1, et on va le noter juste M, c'est-à-dire que, a priori, il n'était pas évident que ces deux expressions soient reliées avec ici le même coefficient de proportionnalité, c'est vraiment pas évident du tout. Mais en pratique, c'est effectivement, et on peut le prouver mathématiquement, c'est effectivement ce qu'on observe. On parle du coefficient d'inductance mutuelle parce qu'en fait, une fois que vous avez posé vos deux circuits qui sont fixes l'un par rapport à l'autre, ils ont un coefficient d'inductance mutuelle ainsi. Donc ce M, ça ne dépend que de la géométrie des circuits et de leur orientation relative. Donc en gros, c'est pour deux circuits qui sont dans la même position, vous aurez le même coefficient d'induction, que ce soit de 2 au travers de 1 ou de 1 au travers de 2. Alors on va tout de suite faire l'exercice pour essayer de le déterminer sur un petit exemple. Donc on va calculer l'inductance mutuelle de deux bobines coaxiales. Et alors on va prendre une grande bobine et une petite bobine pour que ce soit plus simple. Donc on a une grande bobine de rayon R1 à l'intérieur de laquelle on met une petite bobine de rayon R2 qui est entièrement plongée dans la grande bobine. Et puis on va mettre les courants qui circulent comme ça. Voilà. Et à l'intérieur de la deuxième bobine, il y a aussi des courants. Alors bien sûr, je ne dessine pas les courants qui se baladent devant, mais il y en a aussi. Faut imaginer que vous avez les yeux de Superman et vous voyez à l'intérieur de votre bobine. Alors, ici, vous avez un courant I1. Là, c'est le courant I2.
Et l'idée est de déterminer le flux du champ magnétique créé par la grosse bobine au travers de la petite bobine. Je vous laisse réfléchir. Alors, poser les choses telles qu'elles doivent l'être. La grande bobine, elle est suffisamment grande pour pouvoir être supposée infinie, mais on va dire qu'elle va avoir une longueur L2. Il y a N inspire pour la grande bobine. Vous avez N2 spire pour la deuxième bobine qui sont sur une longueur L2 si jamais on en a besoin, et essayer de déterminer, en sachant que vous connaissez le champ magnétique créé par la grande bobine, l'inductance, le coefficient d'inductance mutuelle qui va apparaître là-dedans. Donc normalement, après vos 5 minutes de calcul, vous avez dû pouvoir trouver, alors on va calculer le flux de 1 au travers de 2 pour une spire, et après on multipliera par N2 pour l'avoir au travers des N spires. Ben, ça va être l'intégrale sur la surface de B1 scalaire ds. Alors le B il est uniforme, et c'est ds2. Alors le B il est uniforme et il vaut mu0 n1 I1, donc ça s'écrit mu0 n1 sur L1 I1 selon le vecteur EZ, parce que comme Roméo me le fait remarquer, on a oublié, enfin j'ai oublié de mettre le vecteur EZ et c'est pas homogène vectoriellement parlant. Donc B1 il est ici selon l'axe des Z. Et le vecteur surface, étant donné que le B1 il est uniforme, je vais pouvoir le sortir, donc c'est B1 scalaire S2. Alors je vais juste regarder au niveau des orientations, vérifier que c'est correct. Mon B1, je l'ai bien mis avec l'orientation du courant là, donc j'ai bien B1 qui va être dans ce sens-là. Étant donné que j'ai mis I2 dans ce sens-là aussi, je vais avoir que le S2 va être dans cette direction-là. Donc je me retrouve avec du phi de 1 vers 2 qui s'écrit mu0 n1 sur L1 I1 multiplié par la surface. Ils sont collinaires dans le même sens, donc le produit scalaire, le cosinus de l'angle fait 1. Et la surface, c'est pi R2 carré. Ok. Et donc pour avoir le flux total de 1 dans 2, ben, il suffit que je multiplie par le nombre de spires qu'il y a dans la deuxième bobine, donc N2 fois le flux au travers de une seule spire. Donc je me retrouve avec du mu0 N1 N2 sur L1 multiplié par pi R carré, pi R2 carré, le tout multiplié par I1. J'oublie I1. Or ça, par définition, c'est mon coefficient d'auto-inductance multiplié par I1. Donc vous voyez que le I1 se simplifie bien de chaque côté, c'est le but, hein, c'est d'avoir quelque chose qui se simplifie correctement, et j'en déduis une expression de M sous la forme mu0 N1 N2 sur L1 fois pi R2 carré. Vous voyez que c'est une expression qui n'est pas symétrique en 1 et en 2. Elle fait tous les deux apparaître le nombre de spires, à la fois de la première et de la deuxième bobine, mais elle fait apparaître la longueur de la première bobine et le rayon de la deuxième bobine. C'est donc, quand on voit cette expression-là, on dit que ce n'est pas totalement évident de se dire que ce terme-là, qui fait le flux de 1 dans 2, bah, a exactement la même expression que celui qui intervient dans le flux de 2 dans 1. Hein, c'est pas du tout, d'ailleurs ce serait pas du tout facile de le montrer dans l'autre sens. Souvent il y a un sens qui est facile et l'autre qui va être du coup difficile, mais heureusement on a le théorème de Neumann qui permet par des considérations théoriques et globales de se ramener à cette expression là, et ça va nous simplifier relativement la vie.
En tout cas, ce qu'il faut bien retenir sur cette expression, c'est que vous avez une dépendance à la fois dans le nombre de spires de la première et le nombre de spires de la deuxième bobine. Le reste, je dirais, c'est accessoire. Alors, vous voyez qu'il y a toujours le mu0 qui apparaît, mais ces deux dépendances-là, elles sont importantes. Et puis, vous pouvez aussi retenir l'expression de l'homogénéité, hein, c'est un mu0. Là, vous avez des nombres divisés par une distance et multipliés par une surface. Donc, ça vous donne finalement du mu0 fois une distance pour l'homogénéité globale de ce système. Et toujours avec le mu0. Alors, troisième partie, on va prendre les équations électriques pour deux circuits couplés. Donc on va considérer deux circuits électriques qui sont couplés l'un avec l'autre par ce système d'inductance mutuelle. Donc on va représenter ça comme ça. Les deux circuits ne sont pas reliés électriquement entre eux. Il y en a un qui est parcouru par un courant I1, l'autre est parcouru par un courant I2. On va définir la tension au primaire qui va être U1, la tension au secondaire qui va être U2, et on va représenter le fait qu'ils sont couplés l'un avec l'autre par cette double flèche, par ce M qui représente la liaison, le caractère d'inductance mutuelle entre les deux. Vous avez que la première bobine a une inductance L1 et une résistance interne LR1, la deuxième une inductance L2 et une résistance interne R2. Et on veut essayer de représenter ça. Alors, vous allez avoir que vos deux systèmes vont être équivalents à une résistance R1 qui va être là, et puis une force électromotrice E1 orientée dans le même sens que le courant, et de l'autre côté, vous allez avoir une force électromotrice E2, et une résistance R2. C'est très mécanique hein, comme manière d'écrire ces choses-là, et donc il faut pas se compliquer la vie, il faut juste regarder les définitions qu'on a prises jusqu'à présent, et normalement en les appliquant au fur et à mesure, on obtient exactement ce qu'il faut. Bon, alors l'idée c'est de regarder justement la force électromotrice. La force électromotrice E1 est donnée par Faraday, c'est moins dφ1 sur dt. Et dans φ1, il y a deux termes. Il y a le terme d'auto-induction L1I1 et le terme d'inductance mutuelle en MI2. Donc ça va s'écrire moins L1 dI1 sur dt moins M dI2 sur dt, puisque je vous rappelle que les circuits étant fixes, les inductances propres et le coefficient d'inductance mutuelle ne changent pas au cours du temps, et donc on peut sortir tranquillement de la dérivée. Et de la même manière, E2, ça va être moins dφ2 sur dt, donc moins la dérivée du flux propre L2I2, et le flux dû à la première bobine MI1, donc correspondant à ce caractère d'induction mutuelle, et donc j'ai du moins L2 dI2 sur dt moins M dI1 sur dt. Bon, et donc maintenant il ne reste plus qu'à écrire l'équation électrique correspondante. Vous voyez que ce U1 au niveau de l'écriture U1, je vais avoir que c'est cette tension-là, la tension bande de R1 en convention qui est bien récepteur, donc c'est R1I1. Et ensuite, quand je monte dans ce sens-là, je me retrouve avec moins E1. Et de la même manière, le U2, ça va être la tension ici aux bornes de cette résistance, plus donc la tension aux bornes de la résistance, c'est R2I2, puisqu'on a pris soin de le mettre en convention récepteur par rapport à ce courant-là.
Et là, comme la force électromotrice c'est à l'envers, ça me fait du moins E2. Et si je remplace, j'ai R1I1 pour le premier plus L1 DI1 sur dt, plus MDI2 sur dt. Et pour le deuxième, j'ai du R2I2 plus L2 DI2 sur dt plus MDI1 sur dt. Vous voyez qu'à chaque fois, j'ai le terme habituel, RI plus LDI sur dt, plus un terme de couplage qui fait intervenir le courant dans l'autre circuit, dans l'équation, a priori équation différentielle, qui fera intervenir le premier circuit. Donc avec ça, ça nous permet de voir comment est-ce qu'on peut obtenir un système électrique et donc un système d'équations différentielles qui décrivent notre système électrique de cette manière. Alors, vous allez tout de suite faire un petit exercice. Et l'exercice est le suivant. On impose d'un côté une tension par un générateur, un E de T, imposé au générateur sur le primaire. Et le secondaire est branché sur un fil. Donc vous avez toujours un coefficient de couplage entre les deux qui vaut M. On a un I1 qui est là. On a L1, R1. De ce côté-là, on a L2, R2. On va prendre I2 dans ce sens-là. On pose E de T qui s'écrit à la force électromotrice du générateur en amplitude cosinus oméga t. Donc vous doutez bien qu'on va ici passer en notation complexe. Et le but, c'est de calculer les expressions complexes de I1 et I2 correspondantes pour voir que dans le second circuit, il a beau être rebouclé sur lui-même, dans ce second circuit, on va avoir une intensité qui va circuler et on aura une expression en fonction de ce coefficient de couplage. Donc vous avez 5 minutes pour écrire vos équations et voir à quoi ça correspond et passer en complexe pour essayer de trouver l'expression correspondante. Donc maintenant que vous allez chercher, écrivons-le, regardons à quoi c'est équivalent. Alors je vais passer directement de faire le même schéma que celui-ci. Ici, je me retrouve avec, donc là j'ai le complexe qu'on impose, et je me retrouve ici avec un système avec un E1 complexe, R1, et de l'autre côté, j'ai un E2 complexe, R2, qui est rebouclé sur lui-même. Donc la manière d'écrire ça, le E1 complexe va avoir l'expression qui est donnée ici, donc moins L1 DI1 sur dt, moins MDI2 sur dt. Donc ça s'écrit moins JL1 oméga I1 moins JM oméga I2. Et de la même manière, le E2 va s'écrire moins JL2 oméga I2 moins JM oméga I1. Si on écrit les équations électriques, elles me disent quoi? Le U1 il est égal à E. Donc E c'est R1I1 plus JL1 oméga I1 plus JM oméga I2. Et de l'autre côté, la tension U2, elle est imposée à 0 étant donné que j'ai un fil. Donc j'ai 0 égale R2I2 plus JL2 oméga I2 plus JM oméga I1. Bon, maintenant qu'on a cette équation, plutôt ce système d'équations, il ne reste plus qu'à identifier ou prendre
un des courants est remplacé de l'autre côté. Donc par exemple, si on remplace l'expression de I2 là-dedans, donc la deuxième équation vous dit que I2 devient, on passe de l'autre côté, moins JM oméga sur R2 plus JL2 oméga I1. Donc on a une expression explicite qui est ici, et on va pouvoir le remplacer dans la première équation. Donc, on remplace, et on se rend compte que E c'est égal à R1 plus JL1 oméga. Je vais mettre I en facteur, hein, donc je le garde partout, plus JM oméga fois I2, donc finalement j'ai du moins JM oméga carré sur R2 plus JL2 oméga. J'ai un JM oméga qui vient de là et qui se multiplie avec celui-ci. Le tout, facteur de I1. Et donc, j'ai une expression explicite du I1 sous la forme E complexe divisé par ce gros bout. Donc, R1 plus JL oméga plus M2 oméga carré sur R2 plus JL2 oméga. Où le J au carré ça fait moins 1 et je peux le simplifier avec celui-ci. Donc j'ai une première équation pour le I1 et puis pour le I2, bah, il suffit de multiplier par ça et j'ai l'expression correspondante. On ne va pas s'amuser à le remplacer, hein, c'est juste après des calculs, on pourrait mettre sous le même dénominateur, simplifier un petit peu, mais l'intérêt est somme toute assez limité. Donc là, le but était simplement d'écrire les équations et de voir à quoi ça peut nous amener et obtenir des équations qui seront utiles pour résoudre les exercices. Il suffit de poser ces choses comme ça. Alors maintenant qu'on sait écrire les équations, on peut s'intéresser à l'aspect énergétique du couplage par mutuelle inductance, pour essayer de voir quelle est l'énergie qu'on est capable de transmettre d'un côté ou de l'autre. Parce que forcément, si vous avez un côté où vous n'avez rien et de l'autre côté, vous envoyez quelque chose, vous allez forcément avoir un transfert de l'un à l'autre. Et donc, ce transfert se fait par transfert d'énergie. Comme ça que vous pouvez utiliser des systèmes de recharge par induction qui vous recharge une batterie en n'étant pas en contact avec votre système de départ, pas en contact électrique. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, hein, puisque je suis sûr que vous avez déjà vu des brosses à dents électriques, par exemple. Une brosse à dents électrique, c'est typiquement un système de recharge par induction, puisqu'on ne veut pas qu'il y ait de l'eau qui puisse pénétrer dans le système électrique du réseau domestique. Et donc ces brosses à dents se rechargent par induction et de manière à ce que les systèmes électriques soient isolés de l'eau et donc qu'il n'y ait pas de problème, puisqu'on sait bien que quand vous brossez les dents, en règle générale, ça fait intervenir un petit peu d'eau et ça risquerait sans cela de faire des court-circuits majeurs. Alors on va commencer par un bilan de puissance instantanée. Donc on va regarder ce qu'on a de chaque côté et savoir interpréter les différents termes et voir lesquels nous restent principalement dans cette interprétation. Alors, on reprend le système précédent. Donc on a ça avec une mutuelle qui couple avec le deuxième circuit.
Et on va se dire, c'est comme s'il y avait un générateur qui impose une tension U1 et distribue un courant I1 d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez un générateur qui impose une tension U2 et qui distribue un courant I2. Et on va s'intéresser à la puissance totale fournie par ces deux générateurs à notre système qui correspond à ce circuit, à cet ensemble des deux circuits qui sont couplés. Donc on va déterminer la puissance à un instant t en disant que c'est la puissance du primaire plus puissance reçue par le primaire plus la puissance reçue par le secondaire, puisque là vous voyez que ce système-là, comme sa tension c'est U1, il est en convention récepteur, de même que celui-ci. Donc on interprète ça comme étant la puissance reçue de chaque côté. Et si on l'écrit explicitement, ça va nous donner U1 fois I1 plus U2 fois I2 avec chacun U1 et I2 qui dépendent du temps. Alors, si on revient aux équations électriques qui sont là, on peut remplacer U1 et U2 par leurs expressions. Et donc on se retrouve déjà avec un terme qui va faire apparaître du R1 fois I1 carré. U1 fois I1, il y a un I1 qui va venir à cet endroit-là. Et aussi un terme de l'autre côté qui va être en R2 fois I2 au carré. Donc là de nouveau, U2 fois, U2, la partie de U2 qui correspond à ça fois I2, ça me fait du R2 I2 carré. Ça on le reconnaît tout de suite, c'est les puissances dissipées par effet Joule dans les résistances qui correspondent à chacune de nos bobines, les résistances internes. Donc ça, c'est de la puissance dissipée par effet Joule. Bon. Donc pour faire marcher le système, il faut de toute façon, comme on veut mettre un courant à l'intérieur, on a les pertes qui sont dues à l'effet Joule. Ensuite, vous avez le terme en L1 dI1 sur dt fois I1. Donc dI1 sur dt fois I1. Et il y a le terme en L2 dI2 sur dt fois I2. Là, on va les interpréter, ces deux termes, comme étant la variation au cours du temps de l'énergie qui est stockée dans la première bobine sous forme magnétique et l'énergie dans la deuxième bobine. Ça, c'est une première manière. Hein. Ça s'écrit comme la dérivée du 1/2 de L1 I1 carré. Et celui-ci, c'est la dérivée de 1/2 de L2 I2 carré, en référence au petit calcul qu'on a refait dans la section précédente sur l'énergie qui était stockée dans une bobine. Bon, donc là, c'est ces deux termes-là qu'on a pris en considération. Maintenant, il y a celui-ci, ces deux-là. Vous en avez deux. Vous avez M dI2 sur dt fois I1 plus M I2 fois dI1 sur dt. Le I2 venant de là et le dI1 sur dt ici. Alors, je les ai écrits de cette manière-là pour voir apparaître que ça, c'est la dérivée d'un autre truc qui est M I2 I1. J'ai le produit de deux fonctions qui dépendent du temps. La dérivée d'un produit, c'est U'V plus UV'. Là, j'ai la dérivée de UV qui apparaît. M étant constant, c'est la même chose. Et il va apparaître là-dedans. Donc ça, c'est la partie mutuelle. Donc là, vous avez tous ces bouts-là, c'est les puissances récupérées par les bobines, hein, puisque finalement, ce terme-là, ces trois termes s'additionnent. Donc ça, c'est les puissances récupérées par les bobines. Puissance récupérée par les bobines, donc stockées au moins de manière transitoire dans les bobines sous forme magnétique et non dissipées par effet Joule encore. Et là, vous avez la partie de la puissance qui correspond à la partie mutuelle. On va noter ça comme ça. Hop. Ça, c'est la partie mutuelle. Voilà, donc ça c'est en termes de puissance, vous avez votre puissance instantanée
qui peut s'écrire comme une puissance dissipée par effet Joule, RI carré plus R2 I2 carré, plus la dérivée d'une énergie qui va être l'énergie dans la première bobine, plus l'énergie dans la deuxième bobine, au coup dû au courant qui circule dans la deuxième bobine, plus l'énergie qui est stockée entre les deux, qui me fait du MI1, I2, si je le mets dans ce côté-là. Donc tout ça, c'est l'énergie qui s'est stockée à l'instant T, stockée dans l'ensemble des deux bobines. Il y en a une partie dans la première, une partie dans la deuxième, et une énergie qu'on appelle énergie d'interaction, qui va correspondre au fait que vos deux bobines se retrouvent avec un courant partagé, en plus exactement, interagissent l'une avec l'autre. Et donc on a une expression de la puissance qui est assez importante. Donc on peut en déduire, et puis c'est le terme du petit b, le bilan d'énergie. On a une énergie magnétique stockée dans notre système. Et cette énergie magnétique va pouvoir s'écrire 1 demi de L1 I1 carré plus 1 demi de L2 I2 carré. Ça, c'est l'énergie qui est localisée dans la première bobine, l'énergie localisée dans la deuxième bobine, et l'énergie due à l'interaction entre les deux, grâce à cette inductance mutuelle. Alors, une petite remarque qu'on n'a pas vraiment mis en avant jusqu'à présent, c'est que ce M, il peut être positif ou négatif. Remarque, ce M-là, il peut être positif ou négatif. C'est-à-dire, contrairement à l'inductance propre qui est toujours positive, celui-ci peut être à l'envers. Alors pourquoi est-ce que c'est possible ça? Il suffit, ici par exemple, vous voyez quand j'ai fait mon calcul, il a fallu, j'ai orienté les deux courants dans le même sens, de manière à ce que B scalaire S, ça me donne bien un truc positif. Si j'avais choisi de mettre le I2 dans l'autre sens, ma surface S2 aurait été dans l'autre sens, le flux aurait été négatif et j'aurais eu un moins qui était là. Les I1 se seraient quand même simplifiés, mais j'aurais eu ce moins qui serait resté depuis ce produit scalaire. Donc le couplage d'inductance mutuelle peut soit renforcer l'inductance globale de votre système, c'est-à-dire que vous allez avoir une énergie totale qui est supérieure à la somme des énergies qui sont stockées dans chacune des bobines, ou alors peut l'affaiblir, c'est-à-dire que si M est négatif, vous avez une énergie totale qui va être plus faible que l'énergie qui serait simplement dans chacune de vos deux bobines. Donc il faut juste garder ça à l'esprit, que votre coefficient d'inductance mutuelle peut être positif ou négatif. C'est vraiment un point important. Autant L est toujours positif, autant ce M peut être positif ou négatif. On verra certainement des exemples en TD. Alors, il nous reste le dernier gros morceau qui est le transformateur de tension. Donc pour le transformateur de tension, on va commencer par regarder à quoi ils correspondent, ces transformateurs, et comment ils sont, comment est-ce qu'on peut démontrer la loi qu'on appelle loi des tensions. Constitution et loi des tensions. Donc là, on va reprendre les petits exemples qui sont là. En particulier, là, vous voyez que les transformateurs de nos jours, ça ressemble à des gros systèmes comme ça, où vous
vous allez changer la nature de la tension, donc notamment passer des basses tensions aux hautes tensions pour ensuite les envoyer dans les fils, ou au contraire, quand ça arrive des fils à 220 000 volts, le repasser à tension normale pour l'usage domestique de simplement 220 volts. Là, vous avez un des premiers transformateurs, il me semble, fait voilà, mis au point au temps de Faraday, dans lequel vous avez le circuit magnétique autour duquel sont enroulés les fils, et la quantité de bobinage, c'est ça qui va changer en fait le rapport magnétique. Si on regarde un petit peu notre système en mode simplifié, vous avez ici un enroulement tout autour de votre système, et puis hop, ça repart, donc ça fait le primaire. On peut l'imaginer avec simplement une spire pour que ça simplifie. De la même manière, là, hop, ça s'enroule, ça s'enroule, ça s'enroule, et puis ça finit par ressortir. Ça va être le secondaire. Donc en pratique, très souvent, vous allez avoir un double enroulement. Là, vous avez par exemple le primaire en rouge, le secondaire en orange, et vous voyez qu'ils ne sont pas séparés spatialement en mettant l'un d'un côté et l'autre de l'autre, comme c'était le cas par exemple pour celui-ci, où là j'ai vraiment une séparation spatiale des deux, mais ils sont l'un avec l'autre. D'un point de vue théorique, d'un point de vue des calculs, comme on ne va pas s'approcher, on ne va pas s'intéresser particulièrement aux histoires de géométrie, ça va être exactement pareil de notre point de vue. Donc on va essayer de voir à quoi ressemble notre système. Donc si on représente notre transformateur, on va dessiner quelque chose comme ça, avec un système qui s'enroule d'un côté et de l'autre, voilà, avec un courant dans le primaire, hop, et un courant dans le secondaire. Alors vous voyez que je fais une petite vérification. Le courant dans le primaire me balance un champ magnétique qui va tourner dans ce sens-là, et dans le secondaire, j'ai fait attention que ce soit dans le même sens que ça tourne, histoire justement de ne pas avoir des problèmes de signes. On en parlera un tout petit peu plus tard, mais globalement, on va les orienter dans le même sens. Alors, on va faire une hypothèse qui est que le matériau ferromagnétique, donc ce qu'on appelle le cœur du transformateur ici, le matériau ferromagnétique qui canalise les lignes de champ, elle les canalise parfaitement, les lignes de champ magnétique. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas un machin qui peut partir par là et se refermer ailleurs que dans le deuxième. Donc canalise parfaitement les lignes de champ magnétique, de sorte que le flux qui traverse une spire de l'enroulement 1 est exactement le même flux qui traverse une spire de l'enroulement 2, de sorte que le flux au travers d'une spire, alors le flux qu'on va appeler du coup phi0, au travers d'une spire de l'enroulement primaire, est le même que celui au travers d'une spire de l'enroulement secondaire. Donc, si je regarde le flux total dans le primaire, c'est le nombre de spires de l'enroulement primaire multiplié par le flux au travers d'une spire dans le primaire. Et le flux total dans l'enroulement secondaire, c'est le nombre de spires du secondaire multiplié par le flux qui est le même dans une spire de l'enroulement secondaire. Bon, du coup Faraday
Faraday nous dit quoi? Il nous dit que la force électromotrice dans le primaire s'écrit moins N1 dφ 0 sur dt. Et la force électromotrice dans le secondaire s'écrit moins N2 dφ 0 sur dt. De sorte que si je regarde et je définis mon U1 comme ça et mon U2 comme ça, U1 c'est moins E1, U2 c'est moins E2, hein, puisque E2 il va suivre l'orientation du I2, E1 il va suivre l'orientation de I1, et en faisant ça, vous voyez que U2 sur U1, les moins se simplifient, c'est E2 sur E1, et à condition, et ça c'est une condition forte, à condition que le flux au travers d'une spire varie, à ce moment-là, je me retrouve avec du N2 sur N1, c'est-à-dire que les défis sur dt vont se simplifier, et ça, on appelle ça le facteur d'amplification en tension, à condition que vous ayez dφ 0 sur dt différent de 0. Donc, la remarque à retenir, et dont je vous avais déjà parlé, les transformateurs ne peuvent fonctionner qu'en régime alternatif, ou du moins en régime variable. On ne peut pas avoir une tension constante. Et donc le plus souvent, on va se placer en régime alternatif. Comme ça, on n'a pas de souci et on a bien un truc qui varie alternativement pour du temps. Et donc avoir un défi sur dt qui ne soit jamais nul. Donc ça, c'est la loi des tensions, une des lois fondamentales. C'est que vous démultipliez les tensions par le rapport d'une spire. Si vous avez 10 spires en entrée et 1000 en sortie, vous avez multiplié d'un facteur 100 votre tension. Vous passez de 220 volts à 22 000 volts et hop. Si vous en avez 10 et 10 000, vous passez de 220 volts à 220 000 volts. Donc vous passez de la tension normale à la très haute tension. Donc la haute tension. Très haute tension, ça va être du 2 millions de volts en règle générale. Donc il y a ce fonctionnement qui n'est possible qu'en régime variable, qu'il faut absolument garder à l'esprit, parce qu'on a tendance à l'oublier en disant voilà, le transformateur il transforme, il multiplie les tensions par ce M, et puis on va être tranquille par la suite. Alors, au niveau du schéma électrique, on va faire attention à un tout petit détail. Vous allez voir apparaître des petits points dans la représentation électrique. Alors, par exemple, la représentation électrique industrielle d'un transformateur, ça va être un truc comme ça. Il y a des deux ronds pour dire qu'il y a une sorte d'interaction entre les deux. Il y a un courant I1 qui arrive ici. Il y a un courant I2 qui vient de l'autre côté dans le secondaire. Et on va mettre avec un facteur de transformation qui peut être représenté comme ça. Et puis on va mettre un petit point ici. Et si les deux courants rentrent par les petits points, ça veut dire que les conventions de signes ont été bien faites, comme c'est le cas ici, pour dire que les flux vont dans le même sens, donc tout va bien, ils sont comptés avec le même signe. Et si au contraire le courant ne rentre pas par le petit point, il sort du petit point, ça veut dire que là par exemple, il y a une des orientations qui est dans le mauvais sens, donc le flux en fait c'est l'opposé du flux d'avant, et puis il y aura un signe qui va venir. Donc si vous voulez être tranquille, débrouillez-vous toujours pour faire rentrer les courants dans les petits points correspondants. Donc ça c'est une manière
de le représenter. Vous avez une autre manière de représenter qui peut être celle-là. Vous avez peut-être déjà vu en TP à un moment ou à un autre. On appelle ça le transformateur d'isolement, ou alors on l'aurait vu dans pas très longtemps. Donc vous avez des traits au milieu pour montrer qu'il n'y a pas de contact électrique, mais il y a un lien entre les deux. Toujours les petits points pour signaler le rapport de transformation qu'on peut mettre ici. Et puis vous avez le I1 et le I2 avec le U1 et le U2 de l'autre côté. Alors, pour revenir à ces histoires de petits points, c'est que justement, si jamais vous mettez les petits points à l'envers, là-dedans, ça veut dire que l'enroulement ici et l'enroulement là ne se fait pas dans le même sens. Plutôt que de passer à chaque fois tous les deux par le dessus et ensuite de rentrer dans le même sens là-dedans, celui-là va à l'envers. Et le fait d'aller à l'envers, comme je vous l'ai dit, il y a une histoire de moins qui apparaît et donc le rapport des tensions sera moins celui de départ. Donc là encore, c'est un choix qu'on peut faire. Si jamais on met le point de l'autre côté, on va avoir un signe qui diffère. Il faut juste faire attention de ne pas avoir une erreur de signe à cet endroit-là. Bon, c'est souvent pas là où on va essayer de vous embêter. Donc à retenir, si vous avez le choix, toujours faire rentrer le courant positivement, c'est le choix qu'on en fait, positivement par le point. Et si vous faites ça, vous êtes tranquille. Sinon, il y aura un signe. C'est-à-dire que le rapport U2 sur U1 sera moins N2 sur N1 à cause de l'orientation, problème d'orientation du flux dans le calcul précédent. Bon, alors, si on veut s'intéresser non plus maintenant aux tensions, mais aux courants, on va parler de transfert de puissance et loi des courants. Bon alors, dans le cas d'un transformateur idéal, vous avez que toute la puissance qui rentre dans le primaire est récupérée dans le secondaire. Donc vous avez que la puissance fournie au primaire se retrouve dans le secondaire. Et donc la somme des deux puissances, puissance reçue par le primaire et puissance reçue par le secondaire, est égale à 0. Il y en a un qui est positif, qui reçoit effectivement de la puissance, et l'autre qui est négatif, c'est-à-dire qui donne en fait de la puissance. Donc si je regarde l'écriture, P2 qui est égal à U de I2, il est égal à moins P1, donc moins U1 I1. Et donc le rapport I2 sur I1, le courant dans le secondaire comparé au courant dans le primaire, c'est l'opposé du rapport U1 sur U2. Alors on a montré que U2 sur U1 c'était M, donc ça s'écrit moins 1 sur M. Donc ce qui intervient ici, ce qu'il faut retenir, c'est la conservation de la puissance quand vous avez un transformateur idéal et le fait que du coup ça vous donne une loi des courants, bien sûr est valable que dans le cas idéal, mais en particulier à retenir, élever la tension permet de baisser le courant. Et c'est pour ça que vous avez des transformateurs qui, pour transmettre
de l'électricité à grande distance utilise une forte tension. Vous avez un rapport par exemple 1000 dans la tension et du coup le courant qui va circuler dans les lignes haute tension, hein, si vous prenez vos pylônes là, hop, comme ça, et hop, dans vos lignes haute tension. Ici, vous avez du 200 000 volts, donc là vous aviez un transformateur en départ. Bien sûr, il y a 2 fils. Hop. Donc, vous allez avoir de la haute tension, donc un courant qui est relativement faible, donc des portes par effet Joule qui vont être en RI carré qui vont être plus faibles, et de l'autre côté, pour une même puissance transférée, et puis de l'autre côté, vous remettez un transformateur qui vous permet d'avoir des courants plus importants, donc un transport plus facile à haute tension, parce que vous aurez moins de pertes. Par effet Joule. Voilà, donc ça c'est l'application principale de votre transformateur. Et étant donné que le transformateur ne fonctionne que en alternatif, c'est pour ça que l'alternative s'est imposée, hein, malgré la bataille entre Tesla et Edison, entre savoir qui de l'alternatif ou du continu était le meilleur, le plus efficace. Ben là, il y a plusieurs choses qui plaident en faveur de l'alternatif. Un, c'est facile à produire avec un alternateur, donc ce qu'on a vu dans tous ces problèmes d'induction. Et deux, c'est du coup facile à transporter, bien que quand vous le transportez à haute tension, forcément s'il y a un arbre qui tombe et puis que vous avez un court-circuit, avec une plus forte tension, ça peut poser de plus graves problèmes d'électrocution. Mais si tout se passe bien, le transport se fait avec moins de pertes dans votre système. Alors, on va finir par le chauffage par induction. Alors là, je vous laisserai lire le petit chapitre, la petite partie, il y a beaucoup de lectures. Mais l'idée sous-jacente est la suivante. Vous avez votre récipient métallique, ça marche avec n'importe quel récipient métallique. Alors ça marche mieux avec les récipients métalliques qui sont ferromagnétiques, c'est-à-dire dans lequel le champ magnétique est démultiplié, parce que ça va démultiplier les effets. Et vous avez les courants de Foucault qui sont créés. Alors il faudra que je vérifie, là sur ce dessin-là, ils écrivent Foucault sans L, mais il me semble que ça s'écrit quand même avec un L, donc à vérifier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une bobine qui crée un champ magnétique variable. Ce champ magnétique induit un courant à l'intérieur de la casserole, et vraiment à l'intérieur de la casserole, pas dans la plaque vitrocérame, dans la casserole. Et ce courant dans la casserole, par effet Joule, dissipe cette énergie et va, par conduction, vous permettre de chauffer l'eau qui est à l'intérieur. On parlera plus tard en thermodynamique de justement cet effet de convection et les intérêts qu'on peut y trouver, mais notamment là vous avez que ce qui chauffe c'est le métal, c'est la casserole elle-même, et donc vous aurez un chauffage qui sera beaucoup plus homogène en règle générale et qui vous permettra de le chauffer. Vous avez la petite image qui est là et qui montre très bien ce problème. C'est vous mettez une demi-poêle, mettez un œuf, l'œuf sur cette partie-là cuit parce qu'il est en contact avec la poêle métallique qui, elle, chauffe, alors que la partie qui est sur la plaque vitrocérame là ne chauffe absolument pas. Et à l'intérieur de votre plaque à induction, vous avez la bobine ici. Alors on utilise de très hautes fréquences parce que plus ça varie, plus ça bouge vite, plus le courant, l'amplitude du courant va être importante. Et donc là, on utilise à notre avantage les courants de Foucault à l'intérieur de la plaque pour que ça fonctionne correctement. Et donc si jamais vous avez un système à induction à la maison, sachez que les
casserole ou les poêles qui marchent bien. Pour vérifier si elles marchent bien, vous prenez un des petits aimants qui traînent sur votre frigo et vous regardez s'il se colle à votre plaque. S'il se colle, c'est que le matériau est ferromagnétique et ça marchera très très bien sur l'induction. S'il ne se colle pas, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. En particulier si vous avez du cuivre, les trucs en cuivre, les casseroles en cuivre ne marchent pas fantastiquement sur l'induction, du moins c'est pas suffisamment démultiplié pour que ce soit utile. En revanche, si vous avez une vieille casserole en inox, un truc tout simple de base, ça marche très très bien sur l'induction puisque l'inox c'est du fer et que le fer par essence c'est le matériau le plus ferromagnétique qu'on connaisse. Alors par contre pour le transformateur on essaye d'éviter parce que vous avez justement dans le matériau ferromagnétique qu'on met dans le transformateur qui est du fer, et donc le champ magnétique, comme le but c'est d'avoir un champ magnétique le plus intense possible, bah vous avez que les électrons dans le fer vont être amenés à se déplacer et faire les courants de Foucault. Donc on induit des courants à l'intérieur même du fer qui sert en fait simplement normalement à refermer les lignes de champ. Donc on a des gros courants de Foucault qui peuvent se placer. Et pour éviter ça, donc c'est quelque chose qu'on peut observer sur les transformateurs et les corps qu'on a, les cœurs de transformateurs qu'on a en TP. Pour éviter ça, on va lamelliser, c'est-à-dire on va découper en petites lamelles notre matériau ferromagnétique, on va les recoller ensemble en séparant avec de la colle qui va être un isolant. Et en ayant lamellisé, on a toujours l'aspect magnétique, on a toujours principalement du fer avec des petites plaques d'isolant, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup d'endroits où il y a du fer, donc un champ magnétique fort qui va être enserré par les lignes de champ, donc par la bobine, les spires de la bobine, donc le flux sera important. Mais étant donné qu'on a lamellisé notre système, le courant induit va avoir beaucoup plus de mal à tourner comme ça. Donc on va faire des tout petits ronds et les tout petits ronds vont avoir des courants moins importants et donc une dissipation, ce qu'on appelle les pertes fer qui vont être moins importantes dans notre système.